les troupes grecques, par exemple, Sparte, vous connaissez la fameuse bataille de Sparte, parce qu'elle a conquis l'Europe, l'Iran. Pas oublier, hein. C'est important de rappeler ça. Venait avec des armes qui étaient inconnues à l'époque, avec des éléphants. D'où d'ailleurs dans le jeu d'échecs, Fil pour le fou, mal traduit en européen, en français en l'occurrence, mais Fil, c'est l'éléphant en arabe. C'est une pièce du jeu d'échecs. Le fou, c'est un éléphant. Et donc, quand les Iraniens balayent avec des armes puissantes, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nombreux au départ et qu'il faut faire face à beaucoup de personnes et beaucoup d'armes. Donc il faut de l'innovation. L'Iran joue aux échecs, et elle a joué aux échecs pendant 47 ans. Là, l'agression a eu lieu. Ils savent que depuis deux fois, juin dernier, puis 28 février de cette année, ils savent qu'en face d'eux, ils ont des gens très arrogants, très hargneux, très guerriers et très vindicatifs. Ils ont commis une faute monumentale, les sionistes et les Américains, c'est d'aller frapper, alors que l'Iran était un peu en difficulté interne. Hein. Il y avait une opposition réelle qui existait. Frapper l'école de Minab, ça a été une énorme erreur. Parce que même l'opposition radicale à l'État iranien s'est radicalisée en faveur de la République islamique. Même l'opposition, et moi je le sais pourquoi, parce que j'ai fait un échange récemment avec le grand journaliste Sérieux Ghazi qui expliquait effectivement que même cette opposition n'a pas accepté ce crime. Car c'est un crime. Ils n'ont pas frappé l'école à la coup, ils l'ont fait exactement comme à Dresde. Première bombe, ça tue un peu même pas. Seconde bombe, on tue les enfants dans les toiles. Et troisième bombe va tuer les familles et les secouristes. Voilà, sauveteurs et familles qui arrivaient. Donc cette barbarie n'a pas été très appréciée en Iran et je le comprends. Donc l'Iran a très bien compris que le seul moyen de sanctuariser, je parle bien de sanctuaire, sanctuariser le territoire, c'est d'accéder au nucléaire militaire. Ils en ont les moyens. Depuis le docteur Khan qui leur a donné la méthode d'enrichissement par centrifugation, les centrifugeuses, ils en ont les moyens, ils en ont l'intelligence, ils en ont les experts. L'Iran produit 250 000 ingénieurs par an. C'est un pays qui est suréquipé. Numéro 1. Et numéro 1 en production ingénieur femme, excusez-moi. Ah oui, hommes et femmes. L'Iran a su libérer les énergies intellectuelles parce que Khomeini, en arrivant au pouvoir en 1979, a dit 10% du budget de l'État sera consacré aux sciences, à la science et la technologie. Depuis 47 ans, 10% du budget de l'État iranien est dévolu à cet aspect. Parce qu'ils savent que sans la technologie, ils sont en danger. L'Iran a toujours été la cible des États-Unis, comme la Corée du Nord d'ailleurs. Rappelons toujours que la Corée du Nord, on en parle beaucoup. En attendant, c'est pas elle qui agresse, elle a toujours été agressée. Et donc là, on a un pays qui a décidé de se défendre. Il n'agresse personne. Ils n'ont jamais fait la guerre à personne, l'Iran. Iran-Irak, c'est l'Irak qui attaque l'Iran, pas l'Iran. On a un pays qui choisit de se défendre. Stuxnet, quand l'Israël va attaquer l'Iran avec ce fameux virus, c'est Israël qui attaque, c'est pas l'Iran. L'Iran pourrait faire la même chose, il ne l'a pas fait. Il a répondu, mais il ne l'a pas fait. Et donc on a un pays qui se défend, on a une Amérique qui est très offensive, qui est aux abois, qui a des difficultés économiques chroniques, qui espérait faire bas basse sur le pétrole et qui se rend compte que non seulement Trump a fait n'importe quoi avec l'Iran, mais que les pays du Golfe sont en train de se barrer. Là, l'Arabie, semble-t-il, va annoncer le départ des Américains. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Le Qatar, je pense qu'il est moins motivé pour les avoir sur son territoire, parce qu'ils ont pris beaucoup de bombes, parce que les pays arabes ont compris que non seulement ça ne les protégeait pas, mais en plus c'était les aimants à missiles des bases américaines. Donc une horreur. Que Israël, c'était aussi une bêtise monumentale quand ils ont assassiné le Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh, rappelons qu'il était Premier ministre quand même, pas rien. Ils vont l'assassiner au Qatar et que les Qataris ne peuvent pas se défendre de l'attaque parce que les armes sont mises à l'arrêt par les Américains. Les armes qataries sont arrêtées par les Américains. Elles sont mises off pour être sûr qu'Israël fasse son travail. Donc ils ont compris que ce n'est pas des alliés sérieux. Que l'Arabie commence à avoir du côté de la Russie, la Chine, commence à avoir un petit peu des alliés un peu sérieux. Qu'ils ont constitué un front commun, bon j'y crois pas trop, mais quand même ils l'ont fait. Turquie, on va parler. Turquie évidemment, puissance nucléaire qui est le Pakistan, et puis l'Arabie qui est une puissance non pas nucléaire mais financière et surtout une puissance d'ordre moral et religieuse parce qu'elle a lieu au sein de l'islam. Donc il y a quand même cette autorité religieuse sous-jacente qui apparaît. Et puis bon, l'industrie militaire turque qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Aujourd'hui, on a donc des pays qui sont très engagés pour se désengager des États-Unis, qui en ont marre de l'Amérique. Le premier vecteur d'ailleurs qui était fort, c'est la Turquie qui avait acheté des S-400 aux Russes et pas aux Américains. Ça a été très mal vécu par l'Amérique de Trump qui ne supporte pas Erdogan mais qui a besoin de lui. Le second vecteur, c'est la trahison qu'ils ont fait au Qatar en neutralisant les armes de défense. Troisième vecteur, c'est la capacité chronique à empêcher les missiles iraniens de frapper les territoires de toute la région du Golfe, du Conseil de coopération du Golfe. Et quatrième vecteur, c'est de voir que le pays le plus pauvre de la planète, quasiment le Yémen,
frappe puissamment un des pays les plus riches de la planète, qui est l'Arabie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à relever. Et je pense effectivement aujourd'hui que le changement de paradigme, c'est un terme que je ne vais pas expliquer ce que je veux dire, je pense qu'il y a un dictionnaire pour ça, on ne va pas perdre de temps. Le changement de rapport de force internationaux, il change à partir de ça, à partir de cet échec américain. Comme je le disais, la guerre à papa, c'est fini. Aujourd'hui, c'est des guerres de stratèges, c'est des guerres de drones, c'est des guerres d'influence, c'est des guerres de renseignement, de satellites. Les Iraniens maîtrisent les satellites puisqu'ils envoient leurs propres satellites. Ils font partie des seuls 9 pays dans le monde qui ont des lancements de satellites. Donc certains sont envoyés avec des fusées. Tout à fait. Les Iraniens maîtrisent le guidage. Pardon, des missiles. Oui, les guidages satellitaires. Les Iraniens maîtrisent les drones avec un coup de génie, ce fameux drone Shahid qui était une nouveauté. C'est les Iraniens qui ont inventé le concept, avant personne n'y pensait. Qui est en vérité un missile guidé comme un avion, c'est ça le coup de génie, qui n'a donc pas de trajectoire balistique. La trajectoire balistique, c'est une trajectoire en cloche, donc interceptable. Le drone Shahid, il fait du razmot, il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est un coup de génie aussi iranien. Shahid, pourquoi? Parce que je l'explique à nouveau pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, ça veut dire martyr. Martyr, ça veut dire que le drone, il coûte cher, il coûte à peu près entre 20 et 30 000 $, mais l'impact qu'il va avoir est considérable parce qu'il a frappé par exemple une base américaine avec un radar qui coûtait 1,2 milliard $. Le rapport coût-profitabilité, je crois qu'il n'est même pas à évaluer, c'est ultra profitable aux Iraniens et ultra calamiteux pour l'Amérique. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à ça, aujourd'hui, n'oublions jamais que par exemple Diego Garcia a vu la cible de 2 missiles iraniens qui ont failli l'atteindre. C'est-à-dire que Diego Garcia, c'est 4000 km. Hein. Ouais. Les Iraniens ont lancé des missiles de 15 000 km, donc ils peuvent toucher bientôt New York. Pas mal. Donc il faut bien comprendre que l'Iran aujourd'hui joue la carte des échecs. Elle sacrifie les pièces, elle peut le faire. Mais in fine, ce qui l'intéresse, c'est que le roi se couche en face. Le roi, c'est Trump, en l'occurrence, qui va se coucher. Et donc le fait est que ce jeu d'échecs qu'elle met en place est destinée effectivement à faire en sorte de dissuader de nouvelles agressions. Elle le dit dans ses communiqués, elle le dit dans ses points. Nous ne voulons plus qu'il y ait de risque de guerre sur nous. Nous ne voulons plus de bases américaines dans la région. Ils veulent décoloniser la région. Appelons ça comme ça. Quand vous avez des bases militaires étrangères, ça s'appelle le colonialisme. Donc l'Iran, effectivement, est sur cette posture-là. Problème, l'Amérique est aux abois, n'a pas l'argent. Elle veut faire main basse, et elle ne sait pas comment faire. Donc il y a deux affrontements qui se font. Et puis il y a le troisième aspect qui est un aspect qui n'est pas inintéressant, c'est l'aspect de l'entité sioniste, parce qu'effectivement, l'État sioniste a toujours eu le soutien indéfectible des Américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des politiques américains qui commencent à dire il y en a marre de cet État, ils nous posent problème. Soit ils font la paix, soit on les lâche. Parce qu'on est détesté par le monde entier à cause d'eux. Parce qu'on s'est associé à un État génocidaire. Parce qu'ils assassinent femmes et enfants. Parce qu'ils font la guerre tout le temps, ils savent faire que ça, ils savent qu'il y a le parapluie américain. Ils en ont marre. Donc ce problème-là se pose, et aujourd'hui on le voit bien, on va passer, je pense, sur le second sujet, parce que tu es dessus, c'est qu'ils viennent, par exemple, les sionistes viennent d'attaquer une base turque en Syrie. Bon, déjà, ce qui m'inquiète, c'est que la Syrie n'existe plus, hein. Joulani, c'est pas un État. Hein. Et que l'Amérique dit à Israël, reste tranquille, je commence à me casser les pieds, et qu'Israël dit, je fais ce que je veux. C'est ça le problème. Justement, tu fais une très bonne transition, Gamal, merci beaucoup. Il y a maintenant 2 jours, je crois que c'était le 20 août, Israël a bombardé des intérêts turcs en Syrie, et Israël considère que les Turcs ont étendu leur influence au-delà d'une certaine ligne rouge tracée par imaginaire, mais tracée par Israël, et qui s'approche dangereusement de Israël. Alors c'est assez nouveau. D'abord, expliquons ce qu'ils ont bombardé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président, je sais que tu vas pas aimer que je l'appelle comme ça, mais bon, c'est son titre sur sa carte de visite. Ça ne pas non plus, mais voilà, c'est ce titre sur sa carte de visite, on va dire. Jolani, donc Monsieur Jolani a signé avec Ankara un principe de coopération policier, militaire, appelons comme on veut, mais en tout cas de maintien de l'ordre, d'aide militaire, de formation de ces équipes militaires et policiers aussi. Donc la Turquie, qui n'est pas bête, puisque la Turquie rêve de son nouveau empire ottoman façon mode d'influence, puisque reconstruire un empire
sur tel qu'il était avant, avec le principe de on s'installe, on a nos intérêts partout. Ça, c'est plus possible, mais plutôt, on va parler d'une influence grandissante, c'est-à-dire on étend son influence dans une certaine région. Ça, c'est toujours, on va dire, d'actualité dans l'esprit des dirigeants turcs. Pourquoi ? Parce que l'influence, ça permet aussi de se protéger, ça permet aussi d'anticiper, ça permet aussi d'accroître ses opportunités, qu'elles soient militaires et économiques. Bon, bien sûr, c'est pas fait comme les Américains, mais en tout cas, ce que cherche à faire à travers ce genre de deal Ankara, c'est de dire plus on va avancer au-delà de nos territoires et plus on se protège d'une certaine façon et plus aussi on gagne certaines parts de marché sur la vente d'armes, sur la vente de systèmes, sur les formations, etc. On peut faire une autre vidéo sur ce type de sujet, mais en tout cas, ce que fait Ankara, c'est que ils disent, nous, on répond à un mandat qui nous a été donné par la Syrie, c'est-à-dire que on forme des policiers, on forme des militaires, on les équipe, on reconstruit d'une certaine façon la Syrie, pas celle de Bachar al-Assad que la Turquie a combattue, mais d'une certaine façon celle qu'on veut aussi construire à notre goût, nos intérêts, celle qui va aussi être notre futur allié. Et ça, c'est en opposition avec la vision d'Israël et probablement du Grand Israël, hein, quelque part. La construction du Grand Israël, je suis sûr que tu vas nous en parler. Bien sûr. Ça vient contrarier ce que Netanyahou considérait déjà comme son propre territoire. On se souvient que quand Bachar avait quitté la Syrie, à peine 2 heures après, il avait bombardé toutes les capacités militaires restantes de la Syrie pour dire bon bah maintenant c'est un terrain vierge dans lequel je vais pouvoir faire dérouler mon armée et potentiellement étendre la colonisation israélienne illégale. Donc ça, on voit bien que c'est pas funky. Je voudrais vous partager aussi autre chose, peut-être. C'est Donald Trump qui, lui, du coup, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit qu'il n'est pas très content de ce qui se passe parce que, en gros, lui, il n'est pas content que Ankara ait émis un mandat d'arrêt international suite notamment aux problèmes rencontrés sur la flotilla, ces embarcations à destination de Gaza. Donc il n'est pas content parce que c'est à la fois un allié américain, la Turquie, et un membre de l'OTAN qui émet un mandat d'arrêt contre le meilleur ami Bibi de Trump et la base arrière des Américains au Moyen-Orient. Et il rappelle que quand même la Turquie était un des premiers pays musulmans, avec potentiellement je crois les Émirats, à reconnaître Israël comme État. Et donc ça l'inquiète, mais on va voir derrière que y a quelque chose que je voudrais vous partager avant qu'on aille analyser ça, c'est le fait que bizarrement, la Turquie et Israël sont peut-être en train de se quereller, mais ça n'empêche pas Israël et la Turquie de continuer à faire du business, puisqu'on sait que 3 cargos en partance de Turquie vont à destination d'Israël, et que en 2025, tous les produits acheminés depuis la Turquie vers Israël ont représenté presque $1 milliard. Donc, on voit bien que après, la Turquie a cette habitude de systématiquement, je dirais pas jouer dans les deux tableaux pour pas avoir une espèce d'opinion préconçue, mais de dire on fait du en même temps un peu, hein, ça voilà, c'est en même temps un peu à la Macron, c'est on dénonce, c'est pas acceptable, mais par contre on continue, business is business. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur la première partie, c'est-à-dire pourquoi Israël continue d'attaquer et bombarder la Syrie, notamment les intérêts turcs, et ensuite
quel est l'objectif d'Ankara et qu'est-ce qu'il veut faire de la Syrie et où est-ce que ça risque de nous emmener tout ça? Alors, il y a plusieurs éléments. Premier élément, il y a le précaré syrien qui est vu par la logique turque comme une sorte de base arrière. Ils ont déjà une petite partie du territoire syrien qu'ils avaient laissé au début du siècle dernier. Donc ça, c'est après il y a un courant en Turquie qui s'appelle le courant des jeunes Turcs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire trop longue, bref. C'est un courant qui est ethno-racialiste, ultra-nationaliste, qui consiste à faire quoi? À dire, nous avons un empire ottoman qui s'effondre en 1924. Donc c'est Moustapha Kemal Atatürk qui est formé d'ailleurs à la Sorbonne en France et qui apprend les Lumières et toutes ces conneries-là, et qui va vendre l'idée, de façon détournée des Lumières, de créer un État turc homogène et turc, de langue turque et de race turque. En gros, c'est ça. Ça explique d'ailleurs toutes les répressions qu'il y aura contre les Arméniens, contre les Arabes, contre les Hazaras, contre les Ouzbeks et tout un tas de minorités en Turquie, parce qu'il veut sauver ce qui reste de la Turquie de l'Empire ottoman. Et donc, c'est une façon un petit peu désespérée de ne pas faire disparaître son pays, ce qu'on peut comprendre. Après, il va très loin. Il va essayer de faire reculer l'islam, la tradition turque. Il va dégager l'alphabet arabe au profit d'un alphabet latin. Il va être très loin dans la négation du caractère turc de la Turquie et de l'Empire ottoman. Il va faire interdire le port de Toulouse, par exemple, ce qui est quand même très honteux de sa part. Il va faire interdire les chansons turques. Et le choc violent que va subir la Turquie, c'est quoi? C'est qu'on a une génération qui parlait et écrivait l'arabe turc, je veux dire, donc comme les Iraniens. Les Iraniens utilisent l'alphabet arabe, hein, mais pour parler le farsi, la langue de l'Iran. Eh bien, la Turquie, c'est pareil. Ils parlaient le turc, mais retranscrivaient tout ça en arabe, phonétiquement. Donc il a fait ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des enfants qui ne savaient pas trouver les tombes de leurs parents qui étaient écrits en arabe, par exemple. Que le registre de naissance, ou l'histoire, ou les livres, eh bien la génération qui était imposée d'écrire en latin n'avait plus la possibilité de comprendre ce qui avait été écrit par les penseurs turcs qui préexistaient avant 1924-1930. Donc ça a été une violence culturelle monumentale pour la Turquie, et l'arrivée de l'AKP a essayé d'apaiser cette honte turque. C'est honteux au bout d'un moment d'effacer à ce point le passé turc. Et l'AKP a remis les lettres de noblesse. Le problème de l'AKP, c'est qu'elle a une logique qui, quelque part, participe à la fois d'une idée, un idéal, on dira, pan-islamiste de l'Empire ottoman, et pan-turquiste. C'est un mix des deux. Donc, il n'est pas Erdogan dans une logique islamiste, je vais exporter mon modèle turc international et je vais reconstituer l'Empire ottoman. Ça l'intéresse même pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les peuples de langue turque. On a vu l'apport qu'il a apporté au Nagorno-Karabakh, hein, contre les Arméniens, lorsqu'il a soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. C'est pour reconstituer cet axe de l'Empire turc. Ce rapprochement avec les Chinois, avec l'histoire des Ouïghours qui sont turcs aussi, ce rapprochement avec tout un tas de populations de langue turque, tous les pays en stand, Kazakhstan, machin, il y a beaucoup de pays qui sont de langue turque, pas tous, hein, mais beaucoup. C'est une façon de remettre le pan-turquisme, donc le côté turc, hein, par la langue et la culture, en avant. Donc on n'est pas dans le pan-islamisme, on est pan-turquiste. Et Erdogan a très bien compris que le reste, c'est une influence économique sur les pays arabes. Le problème, c'est que la Syrie est en danger. Pourquoi? Parce que l'État a été atomisé et que les dictateurs que tu appelles donc président, parce qu'il y a une carte de visite, n'a jamais été élu. Moi, un mec qui n'est pas élu et qui dirige un pays, c'est un dictateur. On s'entend bien. Donc pas élu, il a pris le pouvoir par la force et le conserve. Ça fait quand même un paquet de temps qu'il a pris le pouvoir. Les élections, c'est pas si long que ça, bref. Mais ça l'intéresse pas l'élection. Un ancien coupeur de tête. Tout à fait, en plus, un terroriste, bref, une horreur. Et donc, Joulani, qui est en train de vendre son territoire à la découpe, compose avec la Turquie, parce qu'il n'a aucun moyen d'empêcher les Turcs de faire main basse sur le territoire, et trempe devant Israël, avec lequel il veut signer des accords de paix, et a cédé le Golan. Hein, c'est honteux. Hein. C'est la pire trahison. Il cède le haut plateau du Golan, qui appartient depuis toujours à la Syrie. Donc, Joulani n'est pas un président, c'est un sketch. Il sert à rien. Mais, ce qu'il fait sur son territoire est dangereux. Parce que cette alliance, pour sauver son pays avec la Turquie, met son pays sous tutelle turque. Cette volonté de ménager la chèvre et les choux en ne tapant pas sur Israël, en étant prêt à signer n'importe quel accord imbécile, encore une fois, c'est pour sauver son petit pouvoir. Et effectivement, la Syrie aujourd'hui n'existe plus. C'est pas la Syrie dont on parle. On parle de ce que veut l'entité sioniste face à la Turquie. Parce qu'ils mettent des lignes rouges. Bah ouais, ces messieurs s'autorisent à mettre des lignes rouges. Ils ont le droit. Ils sont pas chez eux, mais ils mettent des lignes rouges. Ils occupent un territoire illégalement par la force, mais ils mettent des lignes rouges. Ils croient qu'ils vont nous faire le coup des ceintures de sécurité comme ils faisaient dans les années 70-80 au Liban. Ça ne marchera pas, on le sait très bien. Et donc, aujourd'hui, Eretz Israël, on va en parler de cette horreur. C'est le rêve des
Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Et que pensez-vous de l'analyse de Gamal Abina? Et que pensez-vous de son analyse et autres? Dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que vraiment l'Israël menace la Turquie? Et n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez au maximum. Ça permet à la chaîne de pousser un tout petit peu et ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo et de donner leur opinion. Bon visionnage à vous. À la prochaine.